Voilà où j'en suis. Alors, j'ai remplacé les vis que j'avais mis sur le côté là par des plus longues. Donc elles traversent comme ça de chaque côté. J'ai réussi à en mettre deux dans l'autre sens. Je les ai mises bien sûr plus droites. Et après je les ai pliées avec la massette. J'ai mis une autre ici là comme ça en travers, mais elle dépasse pas trop. Bref, tout ça va se mélanger avec le béton. Ici j'ai creusé aussi. C'est un peu plus galère parce que j'ai moins de place. Mais bon, à force d'insister et puis d'aspirer au fur et à mesure, j'ai creusé tout ce qui était pourri. J'ai mis aussi quelques vis dedans. Ouais, vous voyez, ça brille qui débouche en dessous. Il y a deux qui dépassent comme ça. J'ai rajouté cet équerre, cette planche, vissée dedans, dans la poutre, enfin dans le chevron. Là, j'ai mis aussi plusieurs vis comme ça, au travers. Et juste du papier entre le mur et la cloison en briques. Là, je vais couler par-dessus. Bon, d'abord, je vais humidifier. Ensuite, je vais couler ici. Là, je suis pas allé plus loin, sous le plancher. Donc, cette première partie, elle sera rétablie, solide. Et puis après, au pire, je continuerai par là-bas. Mais voilà, maintenant, je suis prêt à faire le béton. Je vais couler tout ça. Il m'en faut pas beaucoup. Et puis, voilà, j'aurai refait mes poutres hybrides. Là, ça sera même plus une poutre, ça sera carrément un coffrage de béton. La planche, bien sûr, je la laisse. Et vu que c'est déjà solide comme ça, là, en fait, après, quand tout sera relié, ça sera vraiment rétabli, la solidité. C'est sûr que ça vaut pas ce qu'il y avait d'origine, mais bon, j'essaie de me débrouiller comme je peux et j'allais pas démonter tout le plancher. Regardez, ça supporte le poids d'un chat. Silver, t'aimes bien t'incruster? Ça répond jamais ces bestioles. Allez, je vais faire mon béton, je le coule et je vous montre avant de recouvrir. Donc hier j'ai coulé et aujourd'hui, c'est bien sûr pas encore sec à cœur, ça va mettre plusieurs jours. C'est quand même de l'épaisseur, mais ça devrait être bon. Ce que j'ai fait, donc bien sûr à la truelle, j'ai essayé d'en mettre le plus loin possible. Et ensuite, en plusieurs fois, j'ai pris un fer à béton et j'ai trituré là-dedans pour faire effet vibreur, quoi. Et que ça chasse le plus d'air possible. J'ai fait ça plusieurs fois, à chaque fois que ça a baissé, j'en ai remis. Jusqu'à ce que ça baisse plus. Et voilà. Je crois que là, c'est bien rempli. On entend là, derrière le bois, là, c'est... On sent qu'il y a du dur derrière. Donc ça c'est une bonne chose, la reconstruction est faite, consolidation est faite. Je vais remettre la planche dessus, la visser, ouais, la visser là, la visser là. Je vais essayer de la visser là-dedans, c'est juste pour la plaquer. Et après il faut que je fasse une mise à niveau par rapport à ce lino. Et le petit, ce qu'il y avait aussi en ciment, là, une espèce de mini chope pour reprendre le niveau des planches. Là maintenant je dois prendre le niveau de ça et de ça, donc j'en ai pour quoi, 3 mm. C'est pas grand chose, mais voilà, essayer d'avoir un truc le plus uniforme possible. Et ensuite je pourrai enfin terminer le parquet que j'avais commencé. C'est bien quand il y a quelques étapes clés qui avancent. Bon là en termes de solidité je me fais aucun souci avec tous les renforts que j'ai fait, plus là les vis dedans, donc il y aura vraiment une bonne liaison. Il n'y a pas de mouvement, donc c'est juste un renfort mécanique, juste en pression, quoi. Donc ça va le faire. Puis là ça repose sur la cloison en briques et ça c'est pris dedans avec les vis. Donc voilà. Je pense que j'ai bien rattrapé le truc. Et même s'il devait y avoir, ce qu'il n'y aura, parce qu'il n'arrivera en principe plus jamais, de l'eau qui venait contre, ça sera directement du béton. Et j'ai mis comme liant, j'ai mis 2 tiers de ciment et 1 tiers de chaux ARN. Voilà. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que j'ai fait. Et puis c'était bien du béton. J'ai pas fait du mortier, j'ai fait du béton pour avoir un max de solidité. Même s'il faut un peu plus insister pour que ça rentre bien dans les interstices. Mais bon, voilà, ça va. Quelques semaines plus tard, voilà ce que ça donne. Alors, ça lézarde dans tous les sens. Et il y a eu un souvenir de l'essai. C'est pas de moi.
Ça lézarde dans tous les sens parce que j'ai utilisé que du liant, quoi. Aucune charge, pas de sable. J'ai juste fait un mélange de chaux aérienne et de ciment. Voilà. Mais je m'en fiche, c'est juste pour que ça soit plat. Ah, il y a eu 2 traces, 2 coupables en tout cas. 2 coupables au féminin. Je l'ai fait en plusieurs fois parce que j'avais pas fait assez d'un coup. Il y a une partie au centre qui était trop liquide. Voilà. Puis après j'ai essayé de sauter dessus pour la solidité, donc ça m'a fait craquer un peu certaines zones où juste là-dessous il y avait de l'adhésif, là dans un creux. Enfin j'avais mis de l'adhésif pour combler une fissure, sinon ça tombait dans la cuisine. Voilà. Bon, toujours est-il que là c'est suffisamment à niveau pour ce que je vais en faire. Ensuite je vais remettre ça, puis ça, puis le parquet. Donc j'ai bien rattrapé le truc, je pense. Non classiquement comme d'hab, mais voilà, c'est solide. On sent rien qu'en marchant que cette zone est plus rigide que le reste du plancher. Donc je peux, voilà, j'attendais quand même assez longtemps pour que ça sèche complètement. Là c'est complètement sec, donc je vais passer la suite du parquet, et puis je vais pouvoir en terminer avec le sol de cette pièce quasiment, sachant que je vais peut-être laisser encore je vais voir où arrive la dernière lame de lambris de parquet. Ce sera pas complètement terminé sur le côté, mais bon, le reste de la chambre sera aménageable. Et surtout, plus important, le plancher est vraiment réparé à ce niveau, quoi. Là j'ai plus aucune crainte. Je pense que c'est reparti pour au moins 1 an ou 2, avant que ça s'écroule. Non, je déconne. Écoutez, si vous suivez la chaîne suffisamment longtemps, on se donne rendez-vous quand je prendrai ma retraite vers 70 ans, 80 ans. On verra où ça en est. Après des mois d'arrêt, comme souvent quand je suis interrompu ou que j'ai pas pu continuer, c'est très souvent long à redémarrer. Mais là j'ai commencé à m'y remettre. Bon, c'est long parce que aussi ce que je suis en train de faire c'est assez délicat dans le sens où je vais devoir couper l'alimentation d'eau principale, et une fois que je l'ai coupé, j'ai plus le choix que de tout réussir à rebrancher. Mais j'ai trouvé quand même une combinaison. En fait, ce qui était le problème et que j'ai pas pensé au tout début, parce que je voulais faire une installation un peu plus clean. Donc là ça aura cette gueule, c'est pas terrible. Déjà s'il y a des pros qui regardent, oh, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes égaré. Regardez pas ça, ça va vous faire mal. Donc mon installation, je suis en train de la refaire par-dessus l'ancienne. Hein. Donc il y a encore les anciens tuyaux et je suis en train d'installer la nouvelle. Pour pouvoir me faciliter la vie, être plus serein et pallier à d'éventuelles grosses galères. Je ne vais pas couper l'eau chaude, parce qu'en fait c'était ça le truc. J'allais couper l'eau chaude pour pouvoir descendre le tuyau d'eau froide et le mettre avec un T ici. C'est la partie que j'avais décapée. Mais si je coupais l'eau chaude, ça m'impliquait de faire plusieurs branchements et de devoir tout réussir d'un coup. C'est ce qui me rassurait pas forcément. Il y a toujours des interruptions et tout. Bon. Donc finalement, je me suis dit, je viens un peu plus en avant, je fais un coude et je viens me brancher de face, comme ça. Donc j'ai tout brasé, sauf ce raccord. Et en faisant ça, ça va me permettre de déporter ça. Donc de relier cette partie à l'eau froide. Là j'ai installé le mitigeur sur le côté de la baignoire, comme ça. J'aime bien sur le côté parce que si les enfants ils prennent les deux le bain ensemble et qu'ils jouent, qu'il y en a un qui est de ce côté, il y a moins de chances qu'ils se cognent la tête si je l'ai mis de manière centrale. Donc je l'ai mis ici. Ça peut s'orienter comme on veut. Et voilà, j'ai trouvé ça plus adapté à la situation. Donc j'ai percé, rien de compliqué pour ça. J'ai installé comme ça. Pareil, très très simple. Et lui, je vais pouvoir le relier. Donc il sera alimenté en eau froide mais pas en eau chaude. Ça sera, voilà, je pourrais fermer ici. Ensuite, ici, j'avais mis une vanne, donc je vais pouvoir couper. Ça va pas repartir au chauffe-eau, parce que c'est la future alimentation du chauffe-eau et donc le futur retour. Pour l'instant, le chauffe-eau est toujours alimenté par là-haut, ça part là, tout le long du plafond. Ça sort, ça fait le tour de la salle de bain par l'extérieur et ça va en haut. Donc là, je vais pouvoir couper et juste ici, je vais rajouter un bouchon.
Donc j'aurai ce bouchon, j'aurai cette vanne. J'aurais déjà fait ma coupe cruciale principale ici. Et si j'ai pas de galère pour raccorder ça, ça sera bon pour continuer un peu plus sereinement. Enfin, c'est-à-dire que j'aurai moins d'étapes à faire d'un coup. Parce qu'après, quand je vais défaire le mitigeur là, faudra que j'enchaîne et que je relie, que j'installe le neuf, en espérant que les trous soient suffisants pour installer le nouveau par-dessus. Voilà, donc ça faudra que je vire. Et ensuite, il faudra que je relie derrière là, à la sortie de ces deux tuyaux, derrière la salle de bain, les raccords PER qui monteront au chauffe-eau. Donc ce que je vais faire maintenant, bon, les brasures, ça va de mieux en mieux, vous voyez, elles sont plus propres. Elles sont plus propres. Je ne vais pas dire que je maîtrise, mais je commence à un peu mieux comprendre. J'avais tendance à pas assez chauffer les fois d'avant. Donc là, maintenant, je chauffe plus. Et puis après, quand on met, c'est sûr que ça fait bien le tour. Voilà, maintenant, donc je vais devoir couper ici, je pense à la disqueuse. Avec mon coupe-tube, ça peut pas le faire. Il n'y a pas l'amplitude. Donc je vais couper avec la disqueuse. J'espère que j'aurai la souplesse suffisante pour rentrer dans le tube. Braser, remettre en eau. Alors d'abord, ouais, pour justement pas me mettre trop en galère, il faut que je rajoute un joint ici, il faut que je rajoute un joint là, avec le bouchon. Il faut que je rajoute un joint là, avec le flexible. Et puis comme ça, dès que j'aurai remis ça, il n'y aura plus qu'à remettre en eau. Et donc la machine à laver, le WC derrière seront alimentés, le lavabo, la douche, tout sera encore alimenté. Voilà, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la réussite de ce raccord. Donc je vais pas filmer parce que ça va être compliqué pour moi, mais je vous manquerai pas de toute façon, pour la remise en eau, je vais filmer. Donc comme ça, s'il y a des geysers, ça vaudra le coup. Bon, je vais être prêt pour remettre en eau. C'était un bon petit coup de stress déjà à ce stade. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune souplesse dans les tuyaux, enfin très peu de ce côté, donc pour mettre mon thé, c'était mort. Une fois que j'ai coupé, je me suis rendu compte que c'était du 14 et pas du 16. Voilà, voilà. Il me semblait que c'était du 16. En fait, j'ai été induit en erreur par... Enfin bon, bref, je me suis planté. Voilà, donc c'était pas du 16. Heureusement, j'avais deux réducteurs comme ça qui traînaient. 14, 18. Je sais pas pourquoi j'avais ça, puisque je fais pas de plomberie cuivre, j'ai dû les récupérer quelque part, j'en sais rien. Je les ai mis le 18 sur le 16, au lieu de faire rentrer le 16 dans le T, et ben, le T, il est devenu la partie mâle. Et l'autre, le 14, c'était bon. Sauf que j'avais toujours pas assez de souplesse pour écarter. Donc j'ai dû, j'ai essayé avec plusieurs trucs, avec la pseudo Dremel, et ensuite ça allait pas assez, donc j'ai pris une lime tronçonneuse, la chaîne de tronçonneuse, pour enlever le petit col à l'intérieur qui fait buter. Le tuyau est arrivé en butée, en fait il peut pas coulisser librement. Donc j'ai limé ça pour pouvoir en faire comme un manchon. Donc lui, du coup, je l'ai rentré plus loin. J'ai mis mon truc en place. Bon, j'avais bien sûr mis le flux de partout. J'ai ramené. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à prier. Enfin, j'ai normalement bien chargé en éteint. Mais je suis vraiment en stress. Là, j'espère que ça va aller. Là, c'est raccordé avec des joints. Là, c'est jointé. Là, c'est bouché. Donc, il n'y a plus qu'à tenter une remise en eau. J'espère que j'ai rien oublié d'autre. Que de galère, putain. Allez, on va faire ça en direct. Pourvu que ça pisse pas dans tous les sens, puisque c'est pas des raccords parfaitement adaptés. Je pouvais pas dire qu'il y avait vraiment du jeu, mais... Putain, je suis en stress. Oh non. Oh non, c'est quoi ce boucan? Oh putain. Ça pisse là-haut. Ok. Sur ce... C'est où que ça pisse? Sur le T? Attends, non, c'est juste ce raccord peut-être? Ou ça pisse de partout? C'est peut-être que ici. Bon, je vais recouper. Il faut quand même que j'essaie d'identifier exactement ce que... C'est mon joint là qui est tout nul. Si ça pouvait être que ça, allez, je vais recouper, je vais voir.
Pourtant j'ai foutu avec mes fibres, mais ça se trouve il s'est mis de travers, je sais pas quoi. C'est pas bon signe. Dans tous les cas c'est pas bon signe. Mais je préférais que ça soit juste un raccord vissé plutôt qu'une soudure. Oh non. Là ça fait un bruit au niveau d'une soudure par contre. Je le sens mal. Bon, je vais essayer de voir ce que c'est puis je remets en eau après. Bon, j'ai remis en eau, je m'étais trompé, j'avais oublié de serrer ça. J'avais complètement oublié de le serrer, j'avais mis le joint, j'avais vite resserré, enfin revissé un peu à la main et j'ai oublié de serrer. Et par contre là, j'ai une fuite ici. Ok. Bon. Je vais essayer de remettre un peu d'étain là, j'espère que, je sais pas comment ça se passe quand il y a de l'eau dans le tuyau. Je vais recouper et retenter ça. Je vais vous montrer un truc qui explique typiquement pourquoi je mets 1000 ans à faire les choses. J'avais installé ce mitigeur. Gros. Qualité et tout. Ça passait là-dedans. Ce sont des petits trous, hein, ça va. Donc il s'installe parfaitement et tout. Sauf que, en eau chaude, il me donne un débit tout pourri parce que l'eau elle descend du chauffe-eau solaire par gravité. Donc, j'en avais un autre en stock, de moins bonne qualité, avec des flexibles plus gros, comme vous pouvez le voir. Non, on voit pas la taille du trou. Mais là, c'est tout petit vraiment sur le gros E, et là l'autre, c'est plus standard. Donc je me suis dit, je vais mettre celui-là. Alors avec les vis, les deux. Alors celui-là, il a une grosse tige filetée pour la fixation, et celui-là, il y en a deux. Mais quand je le mets dedans, les trous étant très petits, avec les flexibles, je suis trop déporté ici, et donc je peux pas l'installer. Enfin, je peux pas installer les tiges et le flexible. Et les deux flexibles. Donc voilà, c'est le genre de truc, ça me fait vraiment chier. Je vais devoir agrandir ça. Voilà, donc ça me les brise. Parce que lui, vraiment, ça va pas. Dégoûté. Voilà, donc je vais devoir trouver une solution pour... je veux quand même installer celui-là et pas avoir un débit tout naze, quoi. Pas le choix, donc il va falloir que je perce et je sais plus si j'ai mes trépans en céramique encore quelque part. Ou est-ce qu'ils étaient sur le chantier de la maison de village? C'est con. Bon, voilà un truc typique qui me ralentit dans tout ce que je veux faire. Bon, j'ai réussi à agrandir le trou. Pas beau, hein. Mais ça passe maintenant. J'ai utilisé un trépan comme ça là, diamant, que j'ai trouvé. J'en ai trouvé deux d'ailleurs, un plus petit aussi. Que j'ai trouvé dans une mallette, une vieille mallette de perfo sur batterie, Milwaukee en plus, mais la batterie est naze. Donc le gars me l'avait filé. J'ai jamais utilisé puisque la batterie fonctionne pas du tout, mais il y avait plein encore de forêts, de mèches et tout dedans, dont ces petits trucs. J'étais bien inspiré d'aller regarder dans cette mallette. Pourtant je l'ai ouverte genre 2 fois en 3 ans. Et ça m'a permis d'agrandir le truc. Alors, et en attendant je l'ai mis de ce côté pour pouvoir reboucher l'eau froide et remettre en eau. J'arrive bien sûr pas à les passer les deux en même temps. Mais une fois que j'arrive à passer les deux, il n'y a vraiment pas beaucoup de marge. Hein. Tac. J'arrive à le poser. Alors, il y a une petite tension, ça se voit qu'il veut pencher un peu vers la droite. Voilà. C'est sûr, c'était plus pratique et plus propre avec les trucs spéciaux là que j'avais utilisé, les petits trépans. C'était à peu près la même chose mais en plus large. Différentes tailles. Je vous mettrai le lien dans la description parce que ça m'a bien dépanné.
Malgré tout, j'ai pu m'en sortir. Ça se voit pas, donc ça va faire. Ça, c'était vraiment des petits trous. Hein. C'était prévu pour une alimentation par trou et pas les deux. Alors celui-là, c'est même. Je me demande s'il est peut-être pas même prévu un peu pour les vieilles installations, genre moderniser une vieille installation, parce que entre les flexibles fins et tout l'ensemble vraiment d'un diamètre réduit, peut-être pour ça. Ok, donc maintenant je vais le fixer. Alors lui, c'est même délire que l'autre, si ce n'est qu'on a deux tiges, donc avec deux écrous. Et puis, attendez, avant que j'aille plus loin, est-ce que cette distance, on voit que c'est flexible? Normalement, oui. Pas que j'ai trop de tension, mais ça ira. Je peux le mettre comme ça. Ça va le faire. Ouais, en fait, j'aurais dû prévoir, mais j'avais pas pensé que ça allait faire ça. J'aurais dû prévoir une vanne sur le retour d'eau chaude. J'en mettrai peut-être une à l'extérieur. Parce que, en fait, vu que l'eau sort quand même, moi je pensais qu'il n'y avait pas d'appel d'air. Donc si je coupais l'eau froide, que ça n'allait pas spécialement sortir, l'eau chaude. Mais non, ça sort librement. Mystérieux ce chauffe-eau solaire pour moi. Donc là, quand je vais enlever ce bouchon, ça va couler vite et il faut que je raccorde vite. Voilà, l'installation terminée. Celui-là aussi, je l'ai serré. Vous voyez, l'eau chaude, c'est pas fameux. Et là, c'est un peu mieux. Donc, eau froide, pas de souci. L'eau chaude, c'est le max qu'on ait. Donc, c'est mieux. Et encore, j'ai amélioré quelque chose. J'ai enlevé la sortie, là. Et j'ai viré le limiteur de débit. Dont il se vante ici. Ouais, et j'ai même enlevé la petite crépine qui est là aussi. Voilà, donc j'ai toujours l'effet mousseur, mais mon problème ici, c'est que tout ce qui ralentit le débit d'eau, c'est la galère vu que j'ai pas de pression derrière. Donc si on a de la pression, on garde ça. Et puis si on n'en a pas, on le vire. Donc c'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux quand même. Bien mieux que ça. Donc lui j'aurais pu le faire, mais je pense que ça aurait pas changé grand chose vu la finesse des tuyaux. Comme ça c'est fait, je mets ça de côté. Et maintenant il faut que je trouve un porte-savon dont le piston, la pompe puisse dépasser d'ici et que j'ai le réservoir en dessous, comme ça bouche le trou et en même temps j'ai le porte-savon directement là au lieu de l'avoir posé à côté par exemple. Maintenant je vais pouvoir enlever ça. Ça va faire du bien, déjà visuellement. Alors par contre, l'eau froide est encore alimentée jusqu'ici. Ça, avec cette vis, c'est comme un robinet, j'ai fermé. Donc je peux quand même enlever le tuyau bleu, mais ça après, pour le virer, il va falloir que je fasse la même chose que j'ai fait ici. Donc couper, chauffer le bout, pincer et mettre. Ça fait pas là? Non, ça fait pas. Et mettre de l'étain. Je vais devoir. Après ça aussi, je pourrais le virer. L'ancien réseau d'eau chaude, cette montée, tout ça. Je vais réenlever la baignoire pour enlever le reste de la tuyauterie que je peux enlever. Donc l'eau chaude. Il faudra juste que je redéfasse les deux flexibles. Et puis ça, je vais pouvoir virer. J'aurais déjà pu le virer depuis longtemps en fait. Ça va s'alléger. Ça va faire du bien ça aussi. Ah, ça progresse assez bien. On dirait peut-être pas, mais j'ai viré donc toute l'ancienne plomberie. Plus rien ici. J'ai coupé ce tube, donc qui est l'alimentation d'eau froide qui venait ici. J'ai recoupé un bout de Syporex, enfin de béton cellulaire, je sais pas si c'est de la marque Syporex, que je vais coller ici, à la néoprène. Pareil, celui-ci que j'avais réservé pour là. Donc là aussi j'ai coupé l'alimentation d'eau froide qui alimentait l'ancien mélangeur. Je l'ai enlevé complètement. Celui-là, il viendra comme ceci. Je l'ai fait à la bonne taille normalement. Voilà. Donc il reposera, enfin il sera collé sur le fond et sur les côtés. Il sera un peu en l'air. Mais
c'est pas un problème, puisque ceux-là, tous les autres touchent par terre. Enfin, j'ai fait des espèces de piliers là. Je vais donner un grand coup de propre à tout ça en dessous, coller le béton cellulaire, et ensuite l'idée c'est que je vais remettre le siphon sur la baignoire, et ça va plus couler comme ça faisait là ces derniers mois dans le bac à douche. Je vais le mettre, enfin le tuyau, je vais le faire aller là-dedans. Mais tout ça, je laisse ouvert. Voilà, parce que je vais pas le combler, le bac à douche. En tout cas, pas pour le moment. Et puis, si un jour je veux le combler, ça pourra toujours se faire. Mais en attendant, vu que j'ai encore potentiellement des problèmes avec le WC et les racines qui passaient dans le tuyau, si ça déborde, je préfère que ça puisse s'écouler dans le bac à douche. Si je ferme, ben voilà, ça va être plus compliqué. Alors que là, au moins, c'est une évacuation facile, c'est facile à laver. Donc on va dire si tous les problèmes sont réglés à la fin, là je pourrais envisager peut-être de le combler, mais sinon de toute façon je ferai un tablier, quelque chose devant où ça se verra pas. Et je pense que ça peut être pratique d'avoir de le laisser tel quel pour nettoyer, inspecter tout ça. Ah bah de toute façon il me faudra, ouais, même pour l'épaisseur du siphon, si j'ai besoin de le démonter, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Donc je vais laisser comme ça. Alors pour cet espace que je vais transformer en mini cave, où il y a déjà des choses de ranger. J'ai posé hier une rangée de parpaings comme ça, de blocs. Dans les règles de l'art moderne, une fois de plus. C'est pas de la franche maçonnerie, mais ça devrait tenir. Moi, j'ai juste fait un cordon de mortier de part et d'autre. Juste rempli l'espace qu'il y avait entre chaque truc devant, et voilà, c'est tout. J'ai pas maçonné le dessous des blocs sur la toiture. Parce qu'après ici, de toute façon, je vais... Plus tard, je ferai un... Je sais pas de quelle épaisseur, mais un petit mortier isolant. Voilà, donc là, je vais continuer à poser mes plaques pour rendre tout ça étanche. Ils sont là. Je viens de poser une baguette en alu, un plat en alu, que j'ai coupé à la bonne dimension, bien sûr. Et ça va être mon rebord, que j'ai collé avec ça. Jeb joint et fixe cristal. Pour l'instant, j'ai pas fait le joint encore là. Justement, j'ai juste fait le collage. J'attends, je sais pas, 2 heures. Et après, je ferai le joint. Alors, une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir ensuite couler un petit mortier là derrière. Sable à enduire, ciment chaud, hydraulique. Voilà, je vais faire ce mélange. Ou est-ce que je fais juste chaud et sable? En fait, le ciment, c'est pour que ça prenne plus vite. La chaux, c'est pour que ce soit plus blanc. Je sais pas encore. Bon, je vous dirai ce que je fais, mais voilà. Après, je vais le couler là derrière, que ce soit le plus à niveau possible. Même que ça remonte un tout petit peu. On verra ce que ça donne. Mais au moins, j'aurai... Voilà, elle sera fixe. Et après, devant, je pourrais faire un tablier de manière encore inconnue. Alors ici, je vais faire je pense, un tiroir. Dans lequel, justement... Enfin, un tiroir qui aura un peu là... Enfin, surtout un plancher, en fait. Un tiroir juste avec un fond. Et dans lequel on pourrait mettre un peu justement ici, des conneries à glisser là-dessous, parce que là on n'a pas besoin. Et puis après, tablier ici que je peux enlever pour m'occuper du siphon et nettoyer de temps en temps le bac de douche. Entre temps, j'ai rajouté un tube flexible là, qui va dans le siphon, parce que là ça coulait dans la douche, mais du coup ça bouchait trop vite cette petite bonde là, en cuivre, qui est à l'envers. Et du coup l'eau montait, et ça salissait tout le bac à douche. Alors que là maintenant, à la fois ça coule directement dans l'évacuation. Il y a moins d'odeur aussi. Parce que sinon on pouvait avoir l'odeur de l'eau accumulée dans le siphon qui remontait. Surtout au début de la douche, après ça partait, mais c'est pas non plus très agréable. Ouais, voilà. Magnifique une fois de plus. Non mais une fois fini, ça devrait pas être trop dégueu. Hein, bon, ça va, il n'y a pas trop de boulot encore. Voilà, hier j'ai fait le petit mortier que je vous ai dit. Alors finalement j'ai fait que chaud, sable à enduire, avec ça. J'ai rempli la baignoire, enfin rempli, j'ai mis de l'eau dedans pour qu'elle soit le plus lestée possible. Enfin pas le plus puisque je suis pas monté au niveau de la bonde, mais voilà, histoire qu'elle ait une bonne assise, en espérant que ça ne bouge pas quand je la vide, c'est-à-dire que ça remonte pas un petit peu. C'est pas impossible. Franchement, l'idéal, ça aurait été de la... Je l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû le faire. Mais comme je suis un peu con, je l'ai pas fait. J'aurais dû certainement coller la baignoire sur le béton cellulaire pour éviter, parce que j'ai remarqué que c'était les bords qui pouvaient bouger un petit peu quand on rentre. Pas tant dans le milieu, mais voilà, c'est eux qui n'étaient pas parfaitement assis.
Bon, j'espère que ça va le faire. Et puis de toute façon, si ça bouge, il faudra que je trouve une solution. Sachant que dans le pire des cas, la solution la plus merdique, mais qui pourrait le faire, c'est que je perce juste dans les angles, que je me visse vraiment discrètement dans chaque angle, que je fraise et que je mette, je sais pas, une jolie vis ou un truc assez discret, juste pour me prendre dans le béton et fixer les angles. Si je fais ça, ça sera un peu un échec niveau esthétique, mais ça me solutionnerait le problème. Ça devrait plus bouger après. Voilà. Bon, en tout cas, si vous faites comme moi, ne faites pas comme moi, collez la baignoire ou vissez-la par en dessous, je sais pas comment, avec des équerres. Mais sinon, c'est pas encore... Ça a durci, hein. Plus sur les bords là, mais ça n'a pas encore totalement pris. Avec la chaux, c'est toujours plus lent qu'avec du ciment. Et ce que je vais faire, c'est ensuite, par-dessus ça, pour pas laisser juste en l'aspect genre sable, je vais faire juste une espèce d'enduit de béatite et de chaux hydraulique. La béatite, c'est de la poudre de marbre. Je pense que je vais mélanger ça. Je sais pas si je fais temps pour temps ou si... Non, j'ai pas besoin de mettre autant de chaux. Je vais peut-être mettre 1 tiers de chaux, 2 tiers de béatite et me faire un enduit bien lisse sur ce petit mortier. Voilà, bon, en tous les cas, je vous montrerai ce que ça donne. Je vais faire ça sur ce mortier avant qu'il sèche, donc al fresco, comme on dit, non? J'en sais rien, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais sur, voilà, que ce soit encore humide. Je pense qu'il y aura une meilleure prise entre ma dernière couche de finition sur un enduit frais. Même si de toute façon il séchait, je le remouillerai bien entendu, mais bon, on va voir. Je crois que je vais faire ça. Comme ça, après le tout carbonaté en même temps. Alors là, vu qu'on a plus d'épaisseur, ça va mettre plus de temps, mais vu que c'est une pièce mouillée, que ça sera tout le temps mouillé, ça bénéficiera tout le temps d'eau et ça pourra carbonater relativement vite. D'ailleurs, ces zones seront mouillées facilement. Là, vu que ça sera un peu plus sec, qu'il y a moins de projection, je mouillerai moi-même là tous les jours pour que ça puisse bien carbonater, que ça reste bien humide. Bon, 2 semaines plus tard ou quoi, je m'en doutais. Ça a fissuré assez rapidement. Pas partout. Oui, non, mais ça a quand même bougé. Il y a trop de souplesse dans la baignoire. Je l'ai pas collé, voilà, donc je m'en doutais, ça l'a fait. Donc, ce que je vais faire, je vais disquer une ligne droite bien propre. Non, je vais refaire d'abord mon revêtement à la béatite et à la chaux pour refaire voilà, un revêtement final. Mais là, voilà, ça a bien durci. Ça bouge plus, c'est juste vraiment la surface qui peut avoir un peu de souplesse. Donc je vais refaire un revêtement comme ça. Ça va bien, hein, ça carbonate vite avec l'eau quotidienne, l'humidité quotidienne. Quand j'aurai refait ça, je ferai un coup de disqueuse ultra propre tout le tour et je ferai un joint avec le même mastic que j'ai mis là sur le côté. Voilà, comme ça, ça devrait aller, ce mastic il pourra encaisser les petites variations de mouvement, normalement j'espère, et puis voilà, on verra bien, je vous tiens au courant. Et sinon, depuis le temps que j'avais fait cette réparation là, pour cette maudite fuite que j'arrivais pas à bloquer, à reprendre la brasure, puisque j'avais toujours un petit peu d'eau, d'humidité qui sortait. Bon, la pâte là, elle a fait parfaitement son boulot. Ça ne fuit plus du tout, et c'est bien solide. Donc, pourvu que ça dure, l'installation va bien comme ça. Ça fait donc 1 an à 15 jours près que j'avais refait le sol de la première séquence de cette vidéo. Ça n'a toujours pas bougé à part ce petit fissurage en surface, puisque mon petit ragréage était vite fait dans le seul but d'avoir un niveau et pas une solidité. La solidité, elle est en dessous. Donc ça, voilà, malgré les enfants qui sautent, qui courent, c'est la zone de passage totale, mais il n'y a rien d'anormal. Ça m'a permis de continuer le parquet, pas jusqu'au mur, puisque justement je vais continuer de reprendre la solive qui était contre en dessous, là, qui était en tout cas complètement pourrie ici et qui est probablement pas en très bon état tout le long, donc ça je la reprendrai entièrement, je la referai en maçonnerie. Mais au moins ça m'a permis de compléter une chambre, faites pas gaffe au bordel, si vous avez des enfants vous comprendrez. Et ce lit, je sais pas si on l'a déjà vu, il était ici, et il était plus long et plus bas. Et il avait ses meubles, c'était un genre de lit avec bureau et placard en dessous. Comme on essaye de migrer le petit ici, au lieu d'être dans notre chambre, bon il revient quand même la nuit dans notre lit, mais bon. Je crois que je vais... Oui, il faut que je ferme la clé, voilà, comme ça il vient plus. Après il va taper sur la porte comme un sourd. Bref, c'est un autre problème.
Donc ce que je voulais faire, il y avait encore ce lit il n'a pas encore débordé de ce lit, ça va, il est petit, il dort pas assez, donc il grandit pas. C'est pratique pour ça. Mais le problème, c'est qu'il passait pas sous ce lit. Donc je l'ai rehaussé. Mais d'abord, je l'ai raccourci, parce que je voulais qu'il passe dans cette portion de mur. Alors les enfants, ils sont pas encore assez grands pour remplir ce lit. Jusqu'à 1m70, normalement, ça passera. Le chat, ça va aussi. Donc j'ai coupé, tout simplement un tronçon. Et j'ai revissé, j'ai juste coupé et remis la façade contre. Ça m'a raccourci le lit à la bonne taille, mais il était toujours pas à la bonne hauteur. J'avais des tasseaux de bois comme ça, là. Ils sont pas parfaitement carrés, mais j'étais à peu près à une dimension proche du pied de lit. Donc je les ai mis en dessous, mais pour avoir une vraie solidité, j'ai mis des équerres en acier. 100% récup. J'ai refait un vieux placard dans notre chambre, que j'ai isolé. Et les étagères, elles étaient maintenues avec des équerres en métal comme ça. Moi, j'ai fait autrement. Donc ça traînait dehors. Mais comme je ne jette rien, ça peut toujours servir. Je les ai récupérés, je les ai coupés les 4 à la bonne taille. Je les ai vissés sur les pieds, comme ça me maintient le tout. C'est hyper solide. J'ai mis un coup d'après, une bombe qui traînait, qui n'était pas vide. Les 4 pareil. Bon, c'est pas très beau, mais ça m'a permis de rehausser le lit. 100% récup, ça m'aura rien coûté, parce que en ce moment les dépenses c'est un peu chaud. Et pour l'instant, ça tiendra un certain temps. Faut encore que, après je vais refaire un sommier dans ce lit, pour mettre un matelas de 160 ou 170, je sais plus exactement, pour que le petit il ait un grand matelas et voilà, qu'il puisse s'épanouir librement dans son lit. Et celui-là, il sera d'histoire ancienne. Le sas n'a pas beaucoup évolué. Vous avez vu que j'avais installé une porte PVC dans la vidéo dédiée à l'installation de cette porte. L'extérieur est plus joli que l'intérieur, j'ai toujours pas repris l'intérieur, mais bon, tout ça c'est quand même solide. C'est pas encore totalement isolé. J'ai commencé à combler avec de la mousse expansive là où ça allait être trop galère avec de l'isolant. Là je mettrai de l'isolant. De l'extérieur, c'est assez discret. Cette porte, malheureusement, j'ai déjà réglé plusieurs fois, dont une fois où ça se fermait, mais du bout des doigts. Mais ça n'arrête pas de bouger, je sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai qu'on la laisse très souvent ouverte, et donc forcément, il y a toujours le poids de la porte qui tire un peu sur la structure. Mais c'est assez chiant. Il y a plusieurs fois j'ai fait les réglages, je crois que le dernier bout qui touche, c'est en bas. Et pour ça, j'avais rajouté des vis au travers pour un peu fixer le cadre, mais je vais aussi en mettre 2 en dessous là dans le béton, parce que j'ai l'impression que c'est qu'il cintre un peu vers le haut lui. Donc je vais les plaquer vers le bas et je pense que ça va arrêter de toucher. Mais ces trucs aussi, hein, je les ai changés d'emplacement pour certains, celui-ci aussi d'ailleurs. Donc il faut repercer pour le déplacer. Ouais, faut faire pas mal de réglages. Avec une porte en bois, j'aurais peut-être pas eu ces soucis, mais voilà. C'était ce qui correspondait le mieux au budget. Et puis pour mon espèce de cave derrière, pour l'instant, c'est comme ça. Ça me dépanne bien. On a mis tous les fraisiers en dessous là, parce que quand il y a eu les gros coups de chaud, ça les a quasiment flingués. Donc là, au moins, ils étaient à l'ombre. Mon pauvre bouture de kiwi, il a pris cher. Bon, heureusement, elle repart, mais voilà, tout ça, on les a mis un peu à l'ombre parce que ça souffrait trop. Le physalis aussi, il a vraiment grillé, mais il devrait repartir. J'ai mis des mousses sur les tôles pour éviter de se trépaner au passage. J'ai rien fixé. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai juste rehaussé un peu avec des briques creuses. Je referai un truc plus propre et je décaisserai encore un petit peu en dessous. Mais déjà comme ça m'a permis de mettre un peu du bazar, de l'outillage, des trucs plus dans la maison, ici à l'abri. Et donc voilà, c'est exactement ce que je voulais, un espace un peu cave abrité, où mettre des trucs que j'utilise fréquemment et qui sont pas forcément très esthétiques. J'ai même pas fait de structure, c'est juste autoportant. Faut pas que quelqu'un aille dessus. Je ferai peut-être une structure un jour. Bon, l'idée c'était vraiment juste d'avoir une couverture pour l'instant. Et malgré des grands coups de vent et tout, ça n'a pas du tout bougé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Te calme le Lambert. Donc évidemment les choses n'avancent pas du tout au rythme que je le voudrais.
Mais ma foi, c'est en faisant qu'on fait. Et j'ai trop de choses à faire. Donc, mais là, attention, le petit rentre enfin à l'école là dans 2 jours. Donc ça va me libérer 4 jours par semaine complet. Parce que la nounou, c'était pas toujours... c'était 3 jours par semaine et ça nous impliquait beaucoup plus de route. Là, je vais gagner du temps. Donc j'espère pouvoir avancer mieux sur la maison avant l'hiver. Et les prochaines évolutions seront dans l'épisode 11. Donc je vous souhaite bon courage si vous êtes dans la même situation. Surtout si vous êtes en mode travaux en y vivant, avec des enfants en bas âge. Et en ayant 50 000 trucs à réparer à côté. Et avec un petit budget. Voilà, là, on se comprend. Allez, à bientôt. Vais-je réussir? Ah oui, sinon cette serrure, elle fonctionne toujours. Attends, c'était... Verrouillé. Bon, j'utilise pas souvent, mais quand on part, fonctionne bien. C'est juste la porte qui m'emmerde. Bon, ça aussi je vais le régler.